Je vais m'exprimer en anglais, mais si vous souhaitez me poser des questions en anglais tout à l'heure, j'essaierai d'y répondre. Et si vous avez des problèmes pour me comprendre, n'hésitez pas à m'arrêter. Donc, merci de m'avoir invité. C'est véritablement un honneur pour moi que d'être ici. Je suis à la fois nerveux et impatient. Et aujourd'hui, je vais vous parler dans ce moment qui suit immédiatement le déjeuner, un moment un petit peu difficile, donc je vous ai préparé beaucoup d'illustrations. Si vous êtes fatigué, vous pouvez vous contenter de regarder les illustrations. Cela me convient très bien. Aujourd'hui, je vais donc vous parler de la cartographie ottomane au XVIe siècle et je ne vais pas vous présenter de grandes découvertes récentes, d'archives récemment découvertes dans les archives ottomanes. Je vais principalement vous parler des grandes cartographies connues au XVIe siècle et notamment concernant la rencontre du monde ottoman avec l'océan Indien. Mais je vais essayer de mettre ces textes et ces cartes en conversation les uns avec les autres, et je vais essayer de vous démontrer qu'il y a une conversation entre ces documents, et une conversation que je considère nouvelle. Je vais notamment me concentrer sur des cartes dont on disait qu'elles appartenaient à deux catégories différentes. Les cartes, d'une part, basées sur la tradition cartographique européenne ou gréco-romaine, et les cartes basées sur la tradition cartographique ottomane. On voit souvent ces deux types de cartes comme appartenant à des mondes totalement différents et n'ayant strictement rien à voir les unes avec les autres. Et à la fin de ma présentation, j'espère vous avoir convaincu que non seulement ces cartes conversent les unes avec les autres, mais ont permis d'entamer un débat très intéressant, un débat qui ne porte pas simplement sur la représentation du monde par l'illustration, par l'image, mais qui soulève également des questions très profondes, comme les questions de l'autorité du texte, la relation entre le savoir canonique et la réalité observée, et enfin la question de la souveraineté. Donc de grands sujets de discussion. Et le prisme que je vais utiliser, c'est celui de l'humanisme ottoman. C'est un projet sur lequel je travaille depuis plus de 2 ans maintenant. Et lorsque j'ai préparé cette présentation, je m'apprêtais à passer 15 minutes pour vous expliquer ce que j'entendais par l'humanisme ottoman. Puis je me suis rendu compte que je n'avais pas le temps de le faire, donc je vais le faire en 2 minutes avec ces deux illustrations. La première chose que je souhaitais clarifier, c'est que l'humanisme est un concept difficile qui a plusieurs significations. Et ces significations glissent d'un contexte à un autre. Lorsque l'on utilise le mot humanisme dans un contexte non historique, ce mot a une connotation très positive. En général, il rappelle des notions d'ouverture d'esprit, de cosmopolitisme, de pensée éclairée et de croyance dans la dignité de l'homme. Bref, des concepts tout à fait sympathiques. Pour ma part, ce n'est pas la signification que je donne au mot humanisme, parce que l'historique de ce mouvement humanisme est très différent. C'est un mouvement intellectuel qui s'investit à créer un canon purifié des lettres classiques. Et quand je dis purifié, j'entends purifier des influences extérieures et des additions ultérieures qui, dans le cas de l'humanisme occidental, incluent toutes les influences visibles de la pensée ottomane et musulmane. Et une fois créé ce canon purifié, il s'agit de l'utiliser pour redéfinir les contours de ce qui va par la suite devenir la civilisation occidentale. Nous continuons aujourd'hui de vivre avec l'héritage de cet humanisme et le fait que la civilisation occidentale est basée sur un canon qui avait été créé de manière intentionnelle pour empêcher l'inclusion de l'histoire arabe. Et si j'osais, je dirais que les projets
d'histoire connectée peut être vue comme une tentative de venir à bout de cet héritage occidental qui donne forme à notre imaginaire collectif. Donc c'est un petit peu provocateur comme prise de position. Donc je voulais vous montrer ce que j'entends par humanisme dans le domaine de la cartographie au XVe et XVIe siècle. Ici, vous avez des cartes de l'Europe au XVe siècle. À votre gauche, vous avez la carte connue sous le nom de carte de Fra Mauro, qui a été élaborée en 1450 et que l'on entend comme étant la représentation la plus achevée de la vision cartographique de la Méditerranée au Moyen Âge. Et de l'autre côté, vous avez la première version imprimée de la carte du monde de Ptolémée, encore une fois réalisée en Italie au milieu du XVe siècle. Cette carte de Ptolémée, qui est donc à votre droite, est l'un des tours de force de l'humanisme italien du XVe siècle, qui a utilisé les manuels du monde gréco-romain pour recréer cette carte qui représente le monde tel qu'il était entendu par les géographes de l'Antiquité classique, puis qui ont appliqué des technologies d'impression pour reproduire cette carte. Et c'était un effort tout à fait colossal à l'époque. Lorsque l'on regarde ces deux cartes, celle-ci est beaucoup plus facile à interpréter pour nous visuellement, parce que l'histoire de la cartographie européenne est tout à fait guidée par les cartes de Ptolémée. Donc vous voyez que le nord est en haut, vous voyez que le sud est en bas, et c'est la convention à laquelle on s'attend dans les cartes modernes. Ici, vous ne voyez pas ça très clairement, mais les cartes de Ptolémée incluaient les longitudes et les latitudes qui divisaient le monde, et c'est comme ça que l'on s'attend à lire une carte aujourd'hui. Maintenant, si vous regardez la carte de Fra Mauro, elle est beaucoup plus désorientante. Alors d'abord, elle est en sens inverse, et elle ne ressemble pas à ce que l'on s'attend pour une carte. Ceci étant, tout ceci est un petit peu trompeur parce que, à bien des égards, cette carte est beaucoup moins précise au niveau empirique et reflète bien moins le monde du XVe siècle que celle-ci. Ici, vous avez des détails ethnographiques, économiques, historiques qui se basent sur des observations du monde contemporain qui sont évidemment absentes de cette carte qui a près de 1500 ans quand même. Et puis, vous avez des aspects de description du monde ici qui sont totalement erronés. Et si vous regardez l'océan Indien, la caractéristique la plus évidente est que l'océan Indien est représenté comme une mer fermée. Est-ce que j'ai un laser? Voilà. Vous voyez qu'il est clairement impossible de naviguer de l'Atlantique jusque dans l'océan Indien. Il n'y a aucune connexion. Alors que sur la carte de Fra Mauro, vous pouvez voir que l'on peut naviguer le long des côtes africaines. Donc l'humanisme est quelque chose que l'on considère comme étant une pensée ouverte et que cela fait partie de l'histoire du progrès. Alors que c'est une pensée archaïque, c'est une idée tout à fait étrange de voir que cette carte de 1500 ans serait plus précise que cette carte basée sur des preuves contemporaines. Donc cela vous montre ce que j'entends par humanisme. Humanisme est un concept compliqué qui donne la priorité à des canons purifiés par rapport à d'autres sources d'informations. Et ce que je vais démontrer, c'est que des tensions similaires sont à l'origine du développement des cartes ottomanes au XVIe siècle. Très bien. Nous allons maintenant commencer
comme à l'habitude avec les présentations sur la cartographie ottomane, par la carte de Piri Reis de 1513, que l'on appelle la carte du Nouveau Monde, simplement parce que les fragments qui ont survécu sont ceux qui montrent le Nouveau Monde. En fait, Piri Reis l'appelait la carte des 7 mers, et nous savons, de par les descriptions, qu'il s'agissait d'une carte de l'océan Indien et non pas une carte du Nouveau Monde. Maintenant, ce que j'aimerais faire, c'est vous lire ce passage très célèbre dans lequel Piri Reis nous explique les sources qu'il a utilisées pour construire cette carte. Il nous dit qu'il s'agit d'une carte unique, comme jamais personne n'en a dressé, et j'en suis l'auteur. J'ai eu recours à 20 cartes, Halita, ainsi qu'à des cartes du monde, Yapamondolar. Ces dernières remontent au temps d'Alexandre le Grand, Zulkarnain, et couvrent la totalité du monde habité. J'ai eu recours à 8 de ces cartes, puis à une carte arabe de l'Inde, ainsi qu'à des cartes établies par 4 Portugais qui ont appliqué des méthodes mathématiques pour représenter l'Inde et la Chine. Enfin, j'ai également utilisé une carte de l'Occident dessinée par Colomb. Cette carte résulte de la mise à l'échelle de ces différentes sources. Donc, quelques points ici sur lesquels je souhaitais revenir dans ce passage. Tout d'abord, la nature tout à fait éclectique des sources utilisées par Piri Reis. Quand il nous parle des 2 types de cartes, les Hadithas et le Yapamondo, qui sont 2 mots qui désignent les cartes dans la tradition du XVe siècle, il ne donne aucune priorité à l'une ou à l'autre. Mais il est tout à fait clair pour lui qu'une Mapamondo est une marque de Ptolémée. Et ça, nous le savons parce qu'il l'associe à Alexandre le Grand. Les cartes de Ptolémée étaient à l'origine rédigées en grec. Ce sont des canons de l'Antiquité grecque. Et cette association à Alexandre le Grand, nous allons le voir, va devenir quelque chose de tout à fait important dans la cartographie ottomane. Tout simplement parce que quand vous avez 2 traditions en concurrence, la tradition gréco-romaine et la tradition ottomane comme source potentielle d'autorité, Alexandre le Grand est le point d'intersection entre ces 2 traditions, car Alexandre le Grand est un personnage de l'Antiquité gréco-romaine, il a été un grand conquérant, et d'un autre côté, Alexandre le Grand apparaît dans le Coran. Et dans le Coran, c'est un héros conquérant, mais son rôle est défini comme ayant voyagé jusqu'au bout du monde habité et pour y avoir construit un monde pour défendre la civilisation contre Gog et Magog, les 2 personnages de l'Apocalypse. Donc, alors que les cartographes sont en train de débattre sur le point de référence principal, cette référence à Alexandre le Grand est pratique parce qu'il peut être des deux traditions. Donc, c'est un point d'intersection tout à fait important. Donc, éclectisme ici, distinction entre 2 catégories de cartes, les Hadithas et les Yapamondé, association à Alexandre le Grand, et on comprend que ce sont les Yapamondé qui sont associés aux cartes de Ptolémée dans la tradition gréco-romaine. Bon, ça fait beaucoup, j'en suis conscient, mais voyons ce qui va se passer maintenant. Passons maintenant 50 ans plus tard au grand voyageur Sidi Ali Raïs. Sidi Ali Raïs est très connu pour ses récits de voyage, les voyages qu'il a fait en Inde au début des années 1600. Ce n'étaient pas des voyages qu'il avait entrepris de sa propre volonté. Il était amiral de la marine, pas très bon d'ailleurs. En quelques semaines, il avait réussi à faire capturer tous ses navires par les Portugais et il a terminé en Inde comme intouchable. Mais il a passé des moments en Inde. Il a écrit sur son expérience et il est revenu. Néanmoins, il a également écrit une grande œuvre lorsqu'il était en Inde, une œuvre sur la navigation, la cartographie, qui s'appelle le livre des mers. Et c'est
C'est ce que j'entends par l'exemple de l'humanisme ottoman. Piri Reis était quelqu'un qui avait une formation traditionnelle classique, qui avait une bonne compréhension de l'arabe et du perse et du persan. C'était un poète accompli. Ici, lorsque Seydi El-Raïs voyage en Inde, il avait l'intention de créer un canon classique de la littérature ottomane basée sur l'arabe et le persan. Il va donc en Inde et rencontre une série de textes sur la navigation et sur la géographie écrits en arabe sur l'océan Indien et qui sont totalement inconnus dans l'Empire ottoman. Donc ce qu'il fait, et il le fait lorsqu'il est en Inde, c'est qu'il compile toutes ces sources, les traduit en turc, puis en fait une synthèse. L'idée étant de proposer cette connaissance, ce savoir, à un public savant ottoman. Donc c'est un vrai projet humaniste ottoman, avec ces humanistes qui voyagent en Europe, à Istanbul, qui recherchent des manuscrits et qui les traduisent, qui essayent d'émuler leur contenu et d'en faire une synthèse. Lui n'est pas intéressé par une synthèse comme pouvait l'être Piri Reis. Lui, ce qu'il veut, ce sont les sources en arabe, les sources pures qu'il veut ramener à un public ottoman. Voyons maintenant. Alors, je ne vais pas vous relire cet article, mais voyons ce passage dans ce livre où il parle des principes de la cartographie. Il nous dit, en guise de point de départ, reconnaissons que le mot harti et que l'autre mot plus ancien, kerté, dérivent tous deux du mot d'origine karta, quarta, qui signifie une carte ne décrivant que le quart habité du monde. Mais les cartes qui décrivent le monde dans sa totalité sont appelées papamundi, le pape étant le plus grand de tous les chrétiens, et le mot mundi étant celui que les chrétiens utilisent pour désigner le monde. Ça, c'est tout à fait intéressant. La même taxonomie de différents types de cartes. Vous avez les hadithas et les mappamundi. Mais maintenant, la signification est inversée. Désormais, les mappamundi sont des cartes de style européen qui sont partie de la tradition de Ptolémée et qui décrivent le monde entier, non plus simplement le quart habité du monde, et qui montrent donc la circumnavigabilité de l'Afrique. Alors que les hadithas sont les cartes de Ptolémée originales. Donc là, on a un changement intéressant du sens de ces deux mots qui est provoqué par Seydi Ali, qui a découvert ces textes en arabe qu'il a lus et traduits, et qu'il avait découvert dans l'océan Indien. Par ailleurs, il introduit un point tout à fait polémique dans ces étymologies des deux mots, car les mappamundi ne sont pas seulement des cartes de style européenne, mais dans le nom lui-même, vous avez l'idée même du pape. Et on suggère ici, en quelque sorte, que ces cartes sont étrangères à la tradition intellectuelle ottomane puisqu'elles sont chrétiennes. Donc si vous utilisez ces cartes, si vous les reproduisez, si vous représentez le monde de cette manière plutôt que de la manière traditionnelle, cela veut dire que vous adhérez à un mode de représentation européen et chrétien qui donc n'est pas en phase avec la tradition intellectuelle ottomane. Et là, on voit que le savoir est politisé d'une manière tout à fait explicite. Donc, on a cette taxonomie très explicitement exposée et maintenant nous pouvons observer les cartes ottomanes qui sont produites dans les 20 années ultérieures et voir leur signification politique. Alors voici quelques diapos supplémentaires et il se trouve que nous disposons d'un grand nombre de cartes ottomanes qui ressemblent à cela et qui sont produites dans les années 1560-1570. Ici, une carte connue sous l'atlas d'Ali Makar Reis, qui se traduit par Ali, le capitaine de navire hongrois,
très intéressant, qu'un Hongrois devienne capitaine de la navire ottomane. Cette carte est conservée au palais de Topkapi, mais vous en avez beaucoup d'autres produites. Ici, l'Atlas Humayun, également conservé au palais de Topkapi, aux alentours de 1570. Et l'on peut remonter la généalogie de ces cartes à cette carte ici, qui est une carte du monde du type Castaldi qui a été publiée à Venise en 1561. Et si vous regardez le titre de cette carte, qui dit « Universale descriptione de tutta la terra », donc c'est la traduction littérale de Itmam ad-Dunya, une carte qui montre la totalité du monde et pas seulement le quart habité de la Terre, qui correspond aux 7 climats conquis par Alexandre le Grand. Donc, c'est la carte dont parle Ali Raïs et dont il dit qu'elles sont suspectes d'un point de vue idéologique. On pourrait dire la même chose de cette carte très célèbre, la première carte imprimée dans la tradition turque-ottomane en 1559. La projection est ce qu'on appelle une projection d'Oronce. Pourquoi? Parce que cela part des projections développées par Oronce Finet, le premier géographe qui est tenu la chaire de géographie ici au Collège de France et dont la statue est dans la cour d'honneur. Et c'est ce qu'on appelle la carte de Haji Ahmed. Mais en fait, si vous lisez ici, Kamal Hile, Not Oremus, Junehi, Jiham Nemunese, ce qui veut dire parfaite représentation du monde dans sa totalité. Donc encore une fois, vous avez ce concept qui revient sans cesse, le monde dans sa totalité. Alors, quelles sont les alternatives? Ici, c'est très intéressant. Ici, un travail composite qui s'appelle Subdet Tuhet Tevari, la crème de l'histoire, qui a été fait pour le sultan d'Istanbul en 1583. Alors, il y a plusieurs problèmes, notamment géographiques. Mais le texte géographique, la légende géographique, est très intéressante, mais également très conservatrice. Vous avez des mots comme Kasvini, des géographes médiévaux, et cela n'intègre aucune nouvelle découverte. Et dans le texte, il est même dit qu'il est impossible de naviguer autour de l'Afrique et qu'il est impossible de passer de l'océan Indien à l'océan Atlantique. Donc c'est vraiment du conservatisme au niveau du texte lui-même. Mais regardez la carte. Ici, on voit qu'elle est en conversation avec une représentation plus médiévale du monde. Ici, c'est la carte de Al-Idrissi. Elle n'a pas été réalisée par Al-Idrissi, mais c'est une copie de la carte d'Al-Idrissi. Et vous avez une copie du texte dans la bibliothèque Süleymaniyye d'Istanbul qui remonte au XVe siècle. Donc, Al-Idrissi pouvait avoir accès à cette carte. Et regardez ici, vous avez des choses tout à fait étonnantes et différentes sur cette carte. Alors, je vais faire un zoom et la retourner pour que vous compreniez mieux ce que je veux dire. L'idée de base reste ici. Le monde est un disque. On est en mesure de montrer la totalité du monde sur une image à plat. Vous avez plusieurs climats ici, ce qui suit la représentation géographique de Ptolémée. Vous avez ici des additions tout à fait intéressantes. Tout d'abord, la carte de l'Afrique ressemble de plus en plus à l'Afrique telle que nous la connaissons aujourd'hui. Si vous lisez les légendes ici, il est dit Portugal, 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 tout le long de la côte, simplement pour indiquer que ces terres ont été soit conquises, soit découvertes récemment par les Portugais. Et rien de tout cela n'est disponible dans le texte qui accompagne la carte. Regardez la carte de l'océan Indien. Ici, il est marqué Aceh.
Aceh n'existait pas en tant qu'unité politique avant le XVIe siècle. Et ce n'est qu'au milieu du XVIe siècle que c'est devenu un partenaire important des Ottomans, tant au niveau diplomatique que politique. Donc ici, le cartographe nous dit qu'il a le sentiment qu'il doit inclure cette information. Ici, il est dit l'île récemment découverte. Ce sont les îles du sud-est asiatique qui n'ont pas été découvertes récemment au niveau de la cosmographie médiévale ottomane. Elles ont été découvertes par les Européens. Donc c'est plutôt curieux. Et ici, c'est ce que je préfère. Vous avez cette île, ici, au milieu de l'océan Atlantique, qui dit Yenidonia, le nouveau monde. Donc, c'est une espèce de compromis, d'une certaine manière. C'est censé représenter ce texte très conservateur qui dit que rien n'a changé au niveau de la conception du monde, mais essaye quand même d'intégrer des nouvelles informations. Donc, cela soulève des questions très intéressantes. Y a-t-il des accords entre les personnes qui ont dessiné la carte et celles qui ont rédigé le texte? Est-ce qu'il y a des accords au niveau du palais sur la bonne représentation du monde? C'est là une question sur laquelle nous allons revenir en lisant différents textes qui sont sortis dans les années 1580, qui sont une époque de grande créativité au niveau de la cartographie dans l'Empire ottoman. Donc vous avez plusieurs cartes dessinées par différents géographes qui ont été certainement dessinées et dressées dans le cadre d'un dialogue entre cartographes. J'en arrive à cette illustration qui est très connue en géographie ottomane, c'est ce que l'on appelle l'histoire des Indes occidentales. Et Baki Tezcan vient d'écrire un article très intéressant dans lequel il a réétudié cette œuvre et il a retravaillé sur le titre. Il a notamment constaté que le titre habituel, Histoire des Indes occidentales, n'est pas le titre d'origine de cette œuvre. C'est le titre popularisé de cette œuvre qui a été donné d'abord en turc puis traduit en persan au XVIIe siècle. Donc cela veut dire qu'il a été corrigé. En fait, le texte d'origine portait deux titres. Le premier était Hadith Inef, qui se traduit par le nouveau rapport, mais c'est beaucoup plus polémique que cela en fait. Cela veut dire le nouvel hadith. Hadith étant le mot que l'on utilise pour faire référence au corpus canonique des faits et paroles du prophète. Donc ce nouveau hadith suggère d'une certaine manière que le savoir religieux traditionnel n'est plus suffisant pour bien comprendre le monde. Et il en va de même pour l'autre titre, qui est Iklim Ijadid, le nouveau climat, qui dit la même chose, non plus pour la connaissance religieuse, mais pour la connaissance géographique de Ptolémée. Donc là, dans le titre, on nous parle de nouveauté, et c'est quelque chose qui nous avait échappé dans la mesure où ce texte s'appelait « Histoire des Indes occidentales ». Suivons un fil conducteur dans le texte. Ici, vous êtes dans le chapitre 2 du livre. Le livre consiste principalement en une description du Nouveau Monde. Mais j'ai tendance à dire qu'on peut l'entendre comme un manifeste politique pour encourager le sultan à plus investir dans les découvertes de l'océan Indien. Donc, le chapitre 2 de ce livre nous dit, dans cette partie, l'auteur, et l'auteur est anonyme, l'auteur parle de différentes autorités traditionnelles, à la fois classiques et arabes, qui disent qu'il est impossible de naviguer autour de l'Afrique ou de passer vers l'ouest en direction de l'océan Atlantique. Donc il dit,
Dans le Masilik de Al-Idrissi, il est dit qu'il est impossible de traverser cette mer, l'océan Atlantique. Les idoles que l'ancien roi Abraha Zulmenar avait construites demeurent désormais sur cette mer. Sur ces statues, il est inscrit à la manière de Sin, un roi très puissant, Abraha Zulmenar, a érigé cette idole pour s'approcher du soleil. Alors là, il fait référence au dirigeant pré-islamique du Yémen, et beaucoup a été raconté à son propos. On a dit qu'il avait voyagé jusqu'aux régions les plus éloignées de l'océan Indien et qu'il avait construit une idole portant son nom au point le plus éloigné de l'océan Indien, pouvant être rejoint par la mer. Donc, si ça vous semble un petit peu perturbant, c'est exactement ce que cherche notre auteur, parce que là, maintenant, il va sortir son couteau pour vous poignarder. Voici le deuxième texte. L'auteur de la Haditha dit également que la mer occidentale est la mer sinistre, car elle recèle de nombreux dangers et qu'il est impossible à quiconque d'en atteindre l'autre rive. Sur les 7 îles qui ont été atteintes et explorées, 2 sont connues sous le nom d'îles éternelles. Sur ces îles se trouvent 2 idoles, et sur la poitrine de ces idoles, on peut lire « Ici prennent fin les voies navigables sûres ». Zulmenar al-Himyari, ancien roi des Oumenites, n'est autre que Zul al-Qarnayn de l'illustre Coran, et c'est lui qui a construit ces idoles. Donc, l'une des grandes autorités de ce texte qui dit qu'il est impossible de voyager autour de l'Afrique par voie navigable et de rejoindre l'océan Atlantique. Et là, vous avez un argument un petit peu tordu qui est proposé pour associer l'histoire de Zulkarnain du Coran à cet autre roi pré-islamique, pas à Alexandre le Grand. Et là, ça a une valeur politique parce que vous avez cette discussion sur l'origine. Est-ce que l'origine est celui d'Alexandre le Grand? Est-ce que Et ici, on nous dit que Zulkarnain a une autre origine que celle d'Alexandre le Grand. Mais bref, on nous dit, ce type qui a construit ces idoles, qui nous a montré qu'il était impossible de naviguer autour de l'Afrique pour rejoindre l'océan Atlantique, est Zulkarnain du Coran, donc ça doit être vrai, puisque cela fait partie de l'héritage du Coran. Et maintenant, le coup de poignard. L'humble auteur, donc l'auteur de la 19, ose suggérer qu'au dire des historiens, Abraha Zulmenar est le fils de Zulkarnain ibn al-Raish des Tababia, et non le Zulkarnain du Coran. Ceci est confirmé par de nombreuses preuves. La première preuve est la suivante. La dynastie Tababia est une ancienne dynastie du Yémen. Dans leur pratique, chaque souverain se voit attribuer le nom de Zou dans le respect de leurs us et coutumes. Ainsi, Zulmenar ne peut être Zulkarnain, car jamais on n'a vu de souverain portant 2 fois le nom de Zou. Donc là, il nous dit, chaque roi a son propre nom, et là, on a 2 noms différents, donc ça ne peut pas être la même personne. Objection numéro 1. Deuxième preuve. Bien que les anciens oulémas aient des opinions différentes sur le caractère de prophète de Zulkarnain, aucun ne conteste qu'il était un dévot serviteur de Dieu qui jamais n'aurait pu construire une idole pour se rapprocher du soleil. Alors maintenant, il se tourne contre Sabah Ali. Il nous dit, si vous dressez une carte qui montre que l'on peut circuler autour de l'Afrique pour rejoindre l'océan Atlantique, vous êtes un infidèle. Et là, il dit, c'est justement l'inverse, parce que cela voudrait dire que, si vous dites cela, ça veut dire qu'une figure du Coran, un personnage du Coran, adorait des idoles, ce qui est absolument inadmissible. Et enfin, l'humble auteur des présentes suggère qu'au début de ce siècle, un groupe d'Andalous intrépides a pénétré cet horrible océan et atteint la fin de la mer sans fin. Donc, vous avez 3 éléments, 3 arguments. Argument logique, argument religieux et argument empirique. Et ceci va nous aider à mieux comprendre un autre élément tout à fait étonnant de la 19. Ici, vous avez 2 cartes du monde différentes, ici et celle-ci.
La personne qui a étudié de manière systématiquement ces cartes, le premier, a confessé qu'il était tout à fait perturbé par ces deux cartes qui étaient totalement contradictoires. Pourquoi ces deux cartes montrant le monde de manière tout à fait différente dans le même texte? Et cela n'a fait que renforcer son idée qui consistait à dire qu'il n'y avait aucune cohérence dans le texte. Mais maintenant, on voit, dans un contexte plus large, on constate ce qui est en train de se passer. Il essaye de faire en sorte que cette carte ici semble complètement stupide. Et ce n'est pas une coïncidence de voir que cette carte est exactement la même que celle-ci. Ici, vous avez une copie. Alors malheureusement, on n'en a que la moitié, mais c'est une copie de la carte du monde qui est représentée ici. Et vous savez, comme je vous l'ai dit, que le carte ne permet pas de comprendre le monde. Donc il tourne en ridicule cette carte qui essaye de réconcilier ce que l'on connaît du monde et la cosmographie traditionnelle. Et il propose plutôt cette vision du monde, le Hamap Dunya. Alors il ne me reste plus que 2 cartes à vous proposer et ensuite j'en aurai terminé. Je suis absolument convaincu que vous connaissez ma prochaine illustration. Ici, l'image la plus iconique de toutes les peintures miniatures ottomanes. Elle est tellement connue et iconique qu'elle ne représente même plus l'Empire ottoman. Elle représente de manière très vague la nature cosmopolite et pro-science de l'islam lui-même. Et j'ai reçu un livre récemment sur la science à Bagdad au IXe siècle et c'était la couverture. Donc, à cause de sa qualité iconique, il est difficile de penser à cette carte d'une manière originale ou systématique. Mais, encore une fois, Bekikas Jones, qui nous parlait du Talhed du Garbi, a écrit un article très intéressant sur le texte et nous dit qu'il y a des éléments de polémique dans le texte. Il nous parle de cet observatoire après que l'observatoire a été condamné par les autorités religieuses d'Istanbul et a été fermé. Donc en fait, ça ne célèbre pas l'observatoire, cela célèbre la mémoire de l'observatoire après que celui-ci a été fermé. Alors maintenant, je voudrais que l'on se concentre sur ce qui est au centre de l'image, à savoir cette map-monde ici. Et n'oubliez pas que je vais tester les limites des capacités physiques humaines parce que la miniature est de cette taille-là et le globe a la taille de mon ongle. Mais maintenant, je vais l'agrandir. Donc, c'est pas très juste parce que c'était pas conçu pour être observé de cette manière. Mais le fait que l'on puisse l'agrandir et qu'il conserve et qu'il maintienne une image de la Terre tout à fait reconnaissable nous dit quelque chose de l'importance de cette représentation. Vous constatez également, encore une fois, notre Zubdet Tabari, et encore une fois, vous voyez qu'il s'agit de la même carte. Alors ce n'est pas forcément surprenant parce que là aussi, ça a été préparé au palais aptolier du palais de Topkapi, à 1 an d'intervalle. Mais ici, à cause de ce système de lignes longitudinales, et de longitude et de latitude, on a le sentiment de la rotondité de la Terre. Donc on ne peut plus penser que ce disque plat qui contient la totalité du monde. On voit également que le nord est en haut. Alors, j'ai renversé la carte qui est à votre droite pour que vous compreniez mieux, mais en principe, elle se présente dans l'autre sens. Quand on met le nord en haut, on transmet un certain type de message. Et maintenant, on comprend ce qui se passe au niveau de cette île. Ce n'est pas une île. En fait, c'est un coin du Brésil, ce qui nous amène de l'autre côté du monde, de ce continent récemment découvert. Et
ici, on l'a représenté sous forme d'une île de façon à ce qu'on puisse ignorer la réalité de ce qui se passe de l'autre côté du monde qui n'était pas représenté dans cette tradition. Ici, notre globe nous dit cette manière de représenter le monde est totalement erronée. Encore une fois, n'allons pas voir cela comme le triomphe de la science occidentale, car vous avez là un globe dans un observatoire condamné par les autorités religieuses et fermé. Et ma dernière image va donc être la polémique dans l'autre direction. Une année plus tard, encore une fois, une carte réalisée à Istanbul qui illustre les travaux d'un grand humaniste ottoman appelé Mustafa Ali. Là, vous avez sa grande œuvre historique qui s'appelle L'essence des histoires. Je vais essayer de décoder cette image pour vous. C'est absolument fascinant. Ici, vous avez le sud qui est en haut et le nord qui est en bas. Ici, vous avez Constantinople. Ici, vous avez l'Afrique qui donc remonte et vous avez l'Asie qui descend dans cette direction. Et ici, vous avez le Nil. Et donc, si là, vous avez le Nil, ici, vous avez le phare d'Alexandrie. Et ici, la légende nous dit Jamini Habboda Jomosh. Voici la mosquée qui permet de surveiller le monde entier. Donc là, on nous dit qu'on a une représentation physique prise depuis le bâtiment le plus haut au monde. Vous voyez bien qu'il a la forme d'un minaret. Et ce phare d'Alexandre est tout à fait important parce que, évidemment, il n'y avait plus de phare d'Alexandrie en 1585, puisque les derniers vestiges avaient disparu au XIVe siècle. Donc on nous suggère qu'il a été reconstruit, que la gloire d'Alexandrie est restaurée dans un nouveau monde ottoman. Et là, c'est vraiment une idée humaniste. Le fait que les Ottomans, en restaurant le lien avec ces canons du passé, vont permettre à cette civilisation de renaître dans un monde moderne. C'est véritablement le même langage que l'on retrouve à la même époque dans le discours humaniste occidental, même si les modes de représentation sont totalement différents. Et dernière chose que je voulais dire à propos de cette carte, ici on nous dit Delayepe Bosna. Vous avez Venise ici, et ici, vous êtes à la frontière avec l'Europe chrétienne. Et ici, Zumat, la terre des ténèbres. Donc maintenant, l'Europe occidentale est représentée comme étant la terre des ténèbres. Donc ce n'est plus la circumnavigabilité de l'Afrique qui n'est pas représentée, c'est toute l'Europe qui a disparu. Alors, sans tout le contexte que j'ai partagé avec vous, il serait très facile de considérer cette carte en disant « Eh bien, regardez-moi ça, les Ottomans sont vraiment bloqués dans cet état d'esprit médiéval et continuent à voir le monde comme ils le voyaient à l'époque du Moyen-Âge et refusent de reconnaître les changements qui s'opèrent tout autour d'eux. » Mais en fait, vous n'auriez jamais retrouvé une carte comme celle-ci à l'époque médiévale. C'est une construction tout à fait nouvelle et une qui n'a aucun sens, sauf si on la conçoit comme étant en conversation directe avec les autres types de cartographie. Donc, pour conclure en 2 phrases, et encore une fois, si je peux me permettre, je pense que l'idée que nous voyons ici à l'œuvre dans cette carte et la manière dont nous pouvons la considérer comme étant en conversation avec l'humanisme occidental
est une des directions qui a mené à la deuxième vague d'histoire connectée. La première vague d'histoire connectée s'investissait à identifier des personnes, des idées, des systèmes d'échange, des modes de représentation de l'époque moderne qui étaient en circulation, qui ont tellement circulé que cela nous a permis de déstabiliser et de saper notre compréhension des frontières entre les civilisations qui étaient prises pour acquis par les anciens historiens qui avaient divisé le monde en plusieurs blocs. Donc là, je pense que l'effort a réussi. Mais à l'avenir, je pense que nous pourrions traiter le problème en essayant de comprendre comment ces civilisations, ces frontières sont également le résultat de la période moderne. Et je pense que nous pouvons le voir du côté occidental, mais que nous n'avons encore que très peu d'éléments quant à la manière dont d'autres traditions intellectuelles non occidentales ont abordé la classicisation et la canonisation, qui leur a permis de vivre un processus identique à celui qui s'est déroulé côté occidental. Et c'est ce qui rend possible un dialogue qui jusqu'alors semblait impossible. Et je pense que cette question mérite d'être traitée. Ce sera compliqué, mais j'espère vous avoir démontré une route possible par cet exposé. Je vous remercie pour votre attention.